Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce 4 août au palais présidentiel d'Abidjan sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La situation des 49 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet au Mali était à l'ordre du jour. Le commerce intra-africain opérationnel depuis janvier 2021 avec la ZLECAf gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. 21 entreprises béninoises de transformation d'ananas viennent de recevoir les agréments de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Le pays compte plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés, mais le HCR ne peut couvrir tous les besoins humanitaires, faute de moyens suffisants. Mais tout d'abord, tout se joue dans un mouchoir de poche au Sénégal. Les résultats provisoires officiels des élections législatives du 31 juillet ont été publiés ce jeudi 4 août par la Commission nationale de recensement des votes. Le camp présidentiel a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais reste en tête. La mouvance présidentielle est passée de 125 sièges dans la précédente Assemblée nationale à 82 députés, une première depuis l'indépendance du pays en 1960. Les coalitions de l'opposition, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, ont respectivement remporté 56 et 24 sièges, soit un total de 80 députés pour cette coalition. Les plus petites coalitions se partagent les 3 sièges parlementaires restants. Les résultats définitifs doivent encore être publiés d'ici 5 jours. En Côte d'Ivoire, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 4 août sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis leur arrestation à l'aéroport de Bamako le 10 juillet dernier était à l'ordre du jour, un dossier que le président ivoirien affirme suivre personnellement. Pour l'instant, les discussions semblent bloquées entre le Mali et la Côte d'Ivoire, malgré la médiation du Togo. Écoutons à ce propos un extrait du communiqué de la présidence ivoirienne. Le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Également dans l'actualité, pas d'élection au Soudan du Sud avant février 2025. Le gouvernement d'union nationale a annoncé le report des élections initialement prévues en février 2023. Ces élections étaient censées mettre fin à la transition post-guerre civile instaurée depuis février 2020. Selon le gouvernement d'union nationale, une nouvelle feuille de route a été présentée ce jeudi 4 août pour relever les défis qui entravent la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018. Ce gouvernement qui réunit le président Salva Kiir et son rival, le vice-président Riek Machar, va donc rester en place encore 2 ans jusqu'en février 2025. Rappelons que de 2013 à 2020, le Soudan du Sud a été le théâtre d'une guerre civile qui opposait les camps de Salva Kiir et Riek Machar, une rivalité qui aurait fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés.
Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 33 partis politiques et organisations s'unissent contre la junte militaire au pouvoir au sein d'une organisation baptisée Front Patriotique. Ce front a été lancé ce 4 août, date symbolique marquant l'avènement de la révolution d'août de 1983. Cette plateforme s'oppose au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR de la junte militaire. Elle se donne pour vision de refonder la démocratie et de barrer la route aux coups d'État successifs au Burkina Faso. L'expansion du commerce intra-africain est en action. 21 entreprises béninoises de transformation d'ananas ont obtenu les agréments UEMOA, CEDEAO pour la vente de leurs produits, ce qui leur permet la commercialisation de l'ananas et de ses dérivés sur des marchés plus importants et donc l'accroissement du chiffre d'affaires des entreprises bénéficiaires. Les explications de Amenej. 21 entreprises béninoises investies dans la transformation d'ananas accèdent désormais aux marchés régionaux grâce à l'obtention d'agréments UEMOA CEDEAO pour la vente de leurs produits d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Le processus de suivi ayant abouti à ces résultats intervient dans le cadre du programme développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles mis en œuvre par l'agence belge de développement Enabel. Ces agréments dont disposent ces entreprises béninoises au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO constituent en fait ce que nous disons des préférences qu'on va accorder aux produits qui sont issus de la filière ananas. Et donc tous les produits, les jus et les produits dérivés vont bénéficier des préférences et des exemptions douanières étant donné que c'est des produits qui sont originaires de la zone. Et donc ça va permettre à ces entreprises de vendre leurs marchandises, donc leurs biens dans tous les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les agréments, objets de remise au profit de ces entreprises officiant dans le maillon de la transformation de la filière ananas, constituent la marque de reconnaissance de la qualité des dits produits et faciliteront leur commercialisation sur les marchés plus importants avec pour ricochet l'accroissement des chiffres d'affaires. Cela va créer un avantage compétitif par rapport aux jus importés hors de la zone. Et ceci est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre de développer la chaîne de valeur de l'ananas. Et en allant encore plus loin, disons qu'avec la zone de libre-échange continentale africaine, vous savez, ces entreprises vont gagner en expérience et in fine, lorsque on rentre dans la phase véritablement opérationnelle, ces entreprises auront également à faire des démarches pour avoir l'agrément ZLECAf. Donc les produits là vont circuler librement sur tout le continent africain. Sur 113 entreprises de transformation d'ananas engagées au départ, 27 étaient éligibles suite à une analyse diagnostique au cours de laquelle 21 ont franchi avec succès toutes les étapes d'obtention de l'agrément. Pour au total 238 types de produits dérivés d'ananas qui sont agréés. Le sommet des affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu du 19 au 22 juillet dernier au Maroc a favorisé la coopération sud-sud. Le Maroc, pays stratégique situé au carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, s'est engagé à soutenir la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un sujet de Séverin Douke. Le développement du continent africain par la coopération sud-sud est au cœur des programmes de l'AED-NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine. Présente au sommet des affaires États-Unis-Afrique à Marrakech du 19 au 22 juillet 2022, Nardos Bekele-Thomas, la directrice générale de l'institution, a relevé l'importance de ce rendez-vous économique pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont l'un des objectifs est l'essor économique du continent africain. Le Maroc a beaucoup à offrir à l'Afrique en termes d'organisation structurelle et même de la façon dont la réforme administrative est implémentée, de même que le développement perceptible au Maroc pourrait être de la plus grande importance pour l'Afrique. Mais le Maroc peut également profiter de l'expérience du reste de l'Afrique et donc avoir cet échange sera d'une importance critique. Alors que l'Afrique peine encore à se remettre de la pandémie de Covid-19 et du conflit russo-ukrainien dont l'une des conséquences palpables est la flambée des prix de blé ou encore du pétrole sur les marchés, Nardos Bekele-Thomas parie sur la jeunesse du continent pour relever les défis de son développement avec l'urgence de renforcer leurs capacités et surtout de les intéresser à la vie socio-économique.
the most fundamental programs that they have and the focus that they have is on youth. And yes, l'un des programmes fondamentaux mis en place a pour priorité la jeunesse. 60% de la jeunesse africaine est marginalisée et n'est pas exploitée de façon optimale. Et nous devons nous assurer que cette jeunesse soit intégrée dans les processus de transformation socio-économique. Si de plus en plus de personnes deviennent des acteurs de l'économie, nous protégerons l'économie et l'Afrique pourra progresser. Nados Bekele Thomas s'est engagé à soutenir les efforts de l'Agence de développement de l'Union africaine pour assurer le développement du continent. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de conflits depuis maintenant plus de 2 décennies. Pourtant, la couverture médiatique de cette crise humanitaire reste relativement moindre à l'échelle internationale. Le pays compte plus de 5 millions de déplacés internes et réfugiés, ce qui inquiète le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui dit être dans l'incapacité de répondre aux besoins humanitaires du pays, faute de moyens. Un sujet de la rédaction. C'est probablement la plus longue crise humanitaire et la plus grande situation de déplacement interne en Afrique. Au début de l'année 2022, la République démocratique du Congo accueillait plus d'1 demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile et comptait plus de 5,6 millions de déplacés internes. Des chiffres qui ont augmenté en avril dernier avec les combats entre l'armée congolaise et le M23 dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Quelques 160 000 déplacés supplémentaires se sont ajoutés. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés. Nous avons beaucoup souffert. Vous vous réveillez le matin pour faire des travaux occasionnels comme aller chercher de l'eau pour les gens, cultiver les jardins et faire la lessive pour les gens. Parfois, vous travaillez toute la journée. Et la personne vous paie des cacahuètes qui ne peuvent même pas vous aider à améliorer vos moyens de subsistance et à subvenir aux besoins de vos enfants. Nous avons beaucoup souffert. Alors que les besoins humanitaires augmentent, la République démocratique du Congo fait partie des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les plus sous-financées au monde. Seuls 20% des 225 millions de dollars du budget établi au début de l'année ont été obtenus. Faute de moyens, le HCR assure être dans l'impossibilité de répondre aux besoins humanitaires des réfugiés et des déplacés du pays. Nous ne pouvons tout simplement pas oublier le peuple de la République démocratique du Congo. C'est l'une des situations les moins financées au monde. En fait, c'est la 5e non financée. Et cela signifie simplement que nous ne sommes pas en mesure de fournir aux populations déplacées, aux populations qui ont dû fuir la violence et les conflits, un abri, de la nourriture dans certains cas, avec de l'eau et avec la protection et la sécurité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Malgré l'état de siège en vigueur depuis mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'insécurité persiste dans l'Est congolais. Le HCR et ses partenaires ont enregistré plus de 800 décès dus à des attaques à l'arme à feu et à des raids à la machette contre des communautés locales dans la province de l'Ituri, des attaques qui ont chassé 20 700 personnes de chez elles. C'est peut-être l'une des réponses à la question de la sécurité alimentaire à Madagascar. Les initiatives pour encourager la consommation d'insectes comestibles, sources de protéines, se multiplient. Le but, réduire la pression sur les animaux sauvages que la population chasse lorsque la nourriture se fait rare, mais aussi résoudre les défis de la malnutrition et de la perte de la biodiversité. Un sujet de la rédaction. C'est une idée pas si bête qui fourmille depuis 2004 dans les assiettes malgaches. Valhalla Farms a identifié 100 espèces d'insectes comestibles sur la Grande Île. Dans une installation située à Antananarivo, les insectes sont élevés, transformés en nourriture puis distribués dans tout le pays. Une solution pour résoudre le double défi de la malnutrition et de la perte de la biodiversité sur la 4e plus grande île du monde. Les insectes offrent de nombreux avantages par rapport aux sources de protéines traditionnelles. Vous pouvez les cultiver avec moins d'eau, moins d'aliments et il y a moins d'impact sur l'environnement. Surtout à Madagascar où on ne peut pas ajouter de vaches sur des paysages déjà dégradés comme les prairies. Et vous ne pouvez pas continuer à abattre des forêts alors qu'il n'en reste que 10%. Appréciés pour leurs valeurs nutritives élevées, leur forte teneur en protéines et leurs vertus écologiques, les insectes sont désormais très consommés à Madagascar.
Mais cette alternative à la consommation de viande a nécessité plusieurs années de labeur. Nos recherches sur la façon de sécher et de préparer les insectes nous ont pris environ 3 ans. Pendant ce temps, nous avons pu nous former et acquérir l'expérience nécessaire, ainsi qu'obtenir les autorisations du ministère de la Santé et les qualifications internationales. Maintenant, nous multiplions et améliorons les produits et trouvons les moyens d'avoir les matériaux nécessaires pour augmenter notre production. Ce sera notre contribution à la lutte contre la malnutrition à Madagascar. Le marché actuel des insectes comestibles est estimé à moins de 1 milliard de dollars par la Barclays Bank, montant encore insignifiant par rapport au marché mondial du bœuf évalué à 324 milliards de dollars. Mais la banque britannique fait preuve d'optimisme. Au vu des enjeux écologiques, environnementaux et sociétaux, cette dernière estime que la demande mondiale de protéines d'insectes dépassera la barre des 8 milliards de dollars d'ici 2030. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.